Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Commençons l'histoire. Frank Jonathan était le genre d'homme dont le nom inspirait à la fois le respect et l'admiration à travers le pays. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, un exploit impressionnant compte tenu de ses modestes débuts. Orphelin dès son plus jeune âge, Frank avait grandi dans un orphelinat surpeuplé où le succès ressemblait plus à un fantasme qu'à une possibilité. Pourtant, il y avait toujours eu quelque chose de différent en lui. Tandis que les autres enfants perdaient leur temps à bouder leur malheur, Frank dévorait les livres, écoutait attentivement les bénévoles qui venaient en visite et s'enseignait la discipline en observant comment le monde traitait ceux qui n'avaient rien. À l'âge de 25 ans, Frank avait lancé sa première start-up technologique depuis une petite pièce qu'il louait derrière une église. L'entreprise a fait faillite en moins d'un an, mais pas lui. Il s'est relevé, a analysé ses erreurs et s'est relancé, cette fois avec une plus grande clarté et une plus forte détermination. Ce qui distinguait Frank n'était pas seulement son intelligence, c'était sa gentillesse. La richesse n'avait pas changé son âme. Alors qu'il était assis au sommet d'un trône d'entreprise gérant des chaînes d'entreprises allant de l'immobilier à la fintech, il n'oubliait jamais l'orphelinat qu'il avait élevé. Il a fait des dons de millions de dollars de manière anonyme, construit des écoles dans les zones rurales et parrainé des jeunes qu'il n'avait jamais rencontrés. Pour ses employés, Frank était le patron qui se souvenait des anniversaires, payait les factures d'hôpital et appelait personnellement quand quelqu'un était en deuil. Mais avec toutes ces distinctions, son respect et son argent, Frank avait un désir silencieux, l'accompagner. Il avait passé la majeure partie de sa vie à construire un empire et avait oublié de construire un foyer. Ses victoires en salle de conseil lui paraissaient creuses lorsqu'il rentrait dans son manoir, accueilli seulement par le silence et des meubles froids. Son cœur était prêt pour l'amour, mais il craignait d'être aimé pour sa richesse et non pour l'homme sous les costumes sur mesure et l'attention des médias. Cette peur le rendait prudent, et son cercle d'amis était restreint. Frank évitait les fêtes et détestait les rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. Il avait tout, et pourtant, dans les moments les plus calmes de ses nuits, il se demandait souvent « Qui pleurerait pour moi si je mourais ce soir ?» Sa richesse attirait beaucoup de monde, mais personne ne pouvait percer le voile de solitude qu'il portait. Malgré toute sa prudence, Frank croyait toujours en l'amour, le vrai, celui qui consume et qui ne se soucie pas des jets privés ou des cartes de crédit. Il rêvait d'une partenaire qui valoriserait les moments plus que les biens matériels, quelqu'un qui rirait avec lui sous la pluie aussi facilement qu'elle trinquerait au champagne sur un yacht. Cet espoir vacillait en lui comme une bougie, doux mais persistant. Le manoir de Frank en ville était un chef-d'œuvre, un mélange architectural de verre, de marbre et d'élégance de vieille fortune. Mais malgré la splendeur, il résonnait de silence. Il se tenait souvent sur le balcon la nuit, sirotant un café tout en regardant les voitures passer, se demandant quand le destin amènerait quelqu'un dans sa vie qui le verrait lui, et non son statut. Frank Jonathan était beaucoup de choses, un milliardaire, un visionnaire, un philanthrope. Mais par-dessus tout, il était un homme au cœur grand ouvert, attendant, désirant ardemment que quelqu'un franchisse les portes non pas pour prendre de lui, mais pour rester et l'aimer tel qu'il était. C'était un gala pour la Fondation contre le cancer infantile, un événement auquel Frank assistait rarement mais qu'il se sentait obligé de soutenir. L'atmosphère était élégante, les lustres dégoulinaient de cristaux, le tintement des verres de vin résonnait dans la salle et les rires fusaient au milieu des conversations de l'élite de la ville. Frank se tenait dans un coin, comme d'habitude, légèrement à l'écart de la foule. C'est alors qu'elle est entrée, Déborah. Vêtue d'une robe émeraude soyeuse qui épousait sa silhouette, avec une confiance qui éclipsait les diamants à ses oreilles, elle attira l'attention de tous les regards dans la pièce. Le regard de Frank s'attarda plus qu'il n'aurait dû. Elle n'était pas seulement belle, il y avait quelque chose d'énigmatique en elle. Quand leurs regards se croisèrent à travers la salle, elle sourit doucement. Il lui rendit son sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, Frank sentit une quiétude s'agiter dans sa poitrine. Déborah s'approcha de lui avec grâce, tenant une flûte de champagne comme si elle était née pour naviguer dans le luxe. « Vous êtes Frank Jonathan, n'est-ce pas? Le milliardaire fantôme qui fait rarement des apparitions publiques. » Sa voix était douce, taquine, désarmante. Frank Lausa, surprise. La plupart des gens l'adulaient ou bégayaient autour de lui, mais pas elle. Leur conversation s'écoula comme un ruisseau privé au milieu du bruit. Déborah était spirituelle, charmante et mystérieuse.
Elle lui dit qu'elle travaillait dans la décoration d'intérieur et qu'elle admirait son travail dans le développement communautaire. Plus il parlait, plus Frank se sentait attiré. Il n'avait pas ri aussi librement depuis des lustres. Elle lui fit oublier les caméras, la pression, le vide. À l'insu de Frank, Deborah avait tout étudié sur lui. Son apparition au gala n'était pas une coïncidence, c'était une stratégie. Elle sortait avec Kelvin, un homme avide de richesse mais manquant de moyens. Ensemble, ils ont élaboré un plan. Deborah séduirait Frank, gagnerait son cœur et finirait par l'épouser. En tant que sa plus proche parente, elle hériterait de tout s'il lui arrivait quelque chose. Deborah n'était pas sans cœur, elle était simplement avide. Kelvin manipulait ses émotions, lui rappelant constamment que la richesse les libérerait. « Nous n'aurons plus jamais à mendier des miettes, murmurait-il. Une fois qu'il sera parti, nous aurons tout. » Et ainsi, lorsqu'elle est entrée dans le monde de Frank, ce n'était pas par amour. C'était un piège bien orchestré. Alors que la nuit se terminait et que Frank proposa de la raccompagner chez elle, Deborah hésita juste assez pour paraître modeste. « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle, bien qu'elle espéra qu'il insisterait. Il le fit, et tandis qu'il conduisait à travers les rues scintillantes, Frank ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une étincelle d'espoir. Il la déposa, et alors qu'elle se penchait à la fenêtre de sa voiture et murmurait « Cette nuit était inoubliable », le cœur de Frank répondit en écho « Vous aussi ». Il n'avait aucune idée qu'il venait d'inviter une tempête dans sa vie, vêtue de satin et de secrets. Les jours se transformèrent en semaines, et ce qui avait commencé comme une simple présentation au gala s'épanouit en une romance éclair qui consuma Frank. Deborah était partout, dans ses pensées, ses rêves et ses projets. Il se surprenait à réorganiser des réunions justes pour prendre le petit déjeuner avec elle, à l'emmener en avion vers des destinations exotiques pour des voyages spontanés et à la surprendre avec des cadeaux qui laissaient la plupart des gens sans voix. Pour Frank, c'était le début de tout ce qu'il avait désiré, une connexion émotionnelle, de la compagnie et de l'amour. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis des années. Les papillons dans son estomac n'étaient pas de simples frémissements, c'étaient des feux d'artifice. Il restait éveillé la nuit, fixant le plafond, se demandant comment il avait pu vivre sans elle. Elle a apporté de la couleur dans son monde en nuances de gris, et sa présence a fait que son manoir ressemblait de nouveau à un foyer. Deborah, d'un autre côté, était une maîtresse de la tromperie. Chaque mot qu'elle prononçait était calculé, chaque expression répétée. Elle jouait le rôle de la femme de rêve à la perfection. Elle écoutait attentivement lorsqu'il parlait de ses entreprises, feignait de se soucier de ses rêves philanthropiques et offrait toujours une oreille attentive lorsqu'il se confiait sur son passé. Pour Frank, elle était une perle rare, une femme d'une élégance et d'une profondeur rare. Pour Deborah, il était un ticket d'or, un compte en banque avec un battement de cœur. Derrière le charme et l'affection, son cœur ne battait que pour un seul homme, Kelvin. Elle lui faisait un rapport après chaque rendez-vous, détaillant les vulnérabilités, les routines et la confiance de Frank. Et Kelvin, sombre, rusé et ambitieux, utilisait chaque information pour alimenter son plan directeur. Le personnel de Frank remarqua les changements en lui. Ses sourires venaient plus facilement, les rires étaient plus fréquents, et il était beaucoup plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années. Les réunions d'affaires qu'il traitait autrefois comme des champs de bataille devinrent moins intenses. Il ne se contentait plus de construire des empires, il rêvait de famille, d'héritage et d'enfants. Même son ami le plus proche, le docteur Daniel, a remarqué « Frank, tu as l'air d'un homme qui a enfin trouvé la paix. » Frank ne répondait que par un sourire, le cœur gonflé d'espoir. Il ne l'avait encore dit à personne, mais il avait commencé à chercher la bague parfaite. Une demande en mariage était à l'horizon. Il croyait qu'il fallait faire les choses en grand, et Deborah, pensait-il, ne méritait rien de moins. Son cœur, si prudent pendant des décennies, avait finalement cédé. Il était amoureux, follement, profondément et aveuglément. Et ainsi, Frank s'est retiré du monde pendant un certain temps. Les affaires pouvaient attendre. Pour une fois, il a choisi de vivre plutôt que de simplement exister. Deborah est devenue la pièce maîtresse de son existence. Il parlait d'elle à tout le monde, organisait de petits dîners avec elle à ses côtés, et l'a même invitée à l'orphelinat qu'il finançait, où elle a fait semblant d'être émue par les histoires des enfants. Chaque larme qu'elle versait, chaque sourire qu'elle offrait, tout n'était qu'une comédie. Et pourtant, Frank ne voyait rien. Il ne voulait pas voir.
Son cœur était trop investi, sa vision trop obscurcie par l'amour pour voir le loup sous la robe de soie. Pour lui, elle était son avenir. Pour elle, il était déjà comme mort. Frank avait toujours cru que les moments les plus importants de la vie devaient être marqués par la grandeur, non seulement pour les apparences, mais parce que les souvenirs méritent d'être inoubliables. Ainsi, lorsque le moment fut venu de demander Déborah en mariage, il ne négligea aucun détail. Il loua l'intégralité du toit-terrasse de l'hôtel le plus luxueux de la ville, le transforma en un jardin de roses et de lanternes, et invita un orchestre à leur jouer une sérénade sous les étoiles. Les médias n'étaient pas au courant, ni son personnel, seulement le docteur Daniel, qui aida à coordonner la logistique. On avait dit à Déborah qu'elle assistait à un dîner privé, et lorsqu'elle est montée sur le toit-terrasse, son expression, bien que principalement feinte, était parfaite. Frank, en smoking bleu marine, l'attendait déjà avec une boîte à la main et de l'amour dans les yeux. Alors que la musique s'intensifiait et que la brise du soir dansait dans les cheveux de Déborah, Frank s'est agenouillé. « Déborah, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, tu es entrée dans ma vie comme un lever de soleil après des années d'obscurité. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi pourrait aimer quelqu'un comme moi. Mais si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. Veux-tu m'épouser ?» Il y eut un moment de pause, non pas parce que Déborah était surprise, mais parce qu'elle calculait à quel point sa réaction devait être dramatique. Puis, des larmes brillant sur ses joues, elle hocha vigoureusement la tête. « Oui, Frank. 1000 fois, oui. » La foule de serveurs et de violonistes éclata en applaudissements discrets, et Frank glissa une bague en diamant à son doigt. Les appareils photo crépitèrent pour immortaliser le moment, et c'est ainsi que le célibataire le plus convoité de la ville fut officiellement retiré du marché. Cette nuit-là, Déborah s'assura d'appeler Kelvin. Elle se rendit dans la salle de bain sous prétexte de se rafraîchir, ferma la porte à clé et murmura « Il m'a demandé en mariage. » J'ai dit oui. La voix de Kelvin à l'autre bout du fil était empreinte de joie. Bien, très bien. Nous nous rapprochons du but. Une fois le certificat de mariage signé, ce n'est qu'une question de temps. Déborah eut un sourire narquois, baissant encore plus la voix. Bientôt, bébé. Bientôt, il sera hors jeu, et tout cet argent sera à nous. Ils ricanèrent comme des adolescents préparant une farce, pas un meurtre. Pendant ce temps, Frank se tenait devant la porte de la salle de bain, sirotant du champagne, planifiant comment annoncer les fiançailles à son conseil d'administration et rêvant de sa lune de miel. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il aimait était au téléphone avec l'homme qui trinquerait plus tard à sa mort. Les fiançailles ont fait les gros titres de leur annonce publique le lendemain. Déborah a été saluée comme la reine mystérieuse qui a capturé un roi. Les réseaux sociaux ont explosé de spéculation, d'admiration et d'envie. Frank ne pouvait pas être plus heureux. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait un avenir rempli de rire, de loyauté et d'amour. Il a commencé à restructurer sa succession, à l'inscrire dans des documents juridiques clés et à transférer des actifs sur des comptes joints. Déborah surveillait chaque mouvement comme un faucon, jouant la fiancée parfaite tout en comptant mentalement les jours. Son plan se déroulait exactement comme elle et Kelvin l'avaient imaginé. Le jeu avait commencé, et Frank ne savait même pas qu'il y participait. Frank Jonathan croyait que l'amour, lorsqu'il est réel, doit être exprimé sans réserve. Et pour un homme dont le cœur avait été gardé sous clé pendant des décennies, aimer Déborah, c'était comme retrouver son souffle après avoir failli se noyer. Il ne se contentait pas de ressentir des choses pour elle, il agissait de manière somptueuse, extravagante, sans fin. Moins de 2 semaines après leur fiançailles, Déborah était déjà l'heureuse propriétaire d'une Bentley flambant neuve en or rose, fabriquée sur mesure avec un intérieur en cuir crème et ses initiales gravées sur les appuis-têtes. Frank lui a remis les clés comme si de rien n'était, comme si c'était simplement une marque d'affection. Déborah a haleté, a serré sa poitrine et lui a jeté les bras au cou dans une démonstration de gratitude répétée. Frank a ri de fierté, satisfait d'avoir apporté de la joie à la femme qu'il adorait. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le calcul froid qui se cachait derrière son sourire. Les cadeaux ne se sont pas arrêtés là. Frank l'a emmené faire du shopping à Dubaï pour sa robe de mariée, réservant un étage entier d'un hôtel 7 étoiles pour garantir son intimité. Les boutiques avaient reçu l'ordre de fermer leurs portes aux autres clients pendant que Déborah essayait des robes dégoulinantes de Christo Swarovski et de dentelles faites à la main. Quand elle n'a pas pu en choisir une seule, Frank en a acheté 5. « Une femme comme toi mérite d'avoir le choix, »
dit-il avec un doux sourire en signant le chèque. Déborah a joué son rôle, laissant des larmes couler de ses yeux tout en lui baisant la main comme s'il lui avait offert le monde. Et d'une certaine manière, il l'avait fait. À la fin de la semaine, sa garde-robe débordait de robes de haute couture, de chaussures de créateurs et d'accessoires d'une valeur de plusieurs millions. Chaque sortie est devenue une démonstration de richesse, un moment de tapis rouge, l'amour de Frank enveloppé de soie, d'or et de parfums importés. De retour en ville, Frank n'a ménagé aucune dépense pour que leur manoir soit aussi le sien. Il a engagé les meilleurs architectes d'intérieur du pays pour redessiner son aile personnelle de la maison. Déborah a eu carte blanche pour choisir chaque détail. Carreaux de marbre italien, robinetterie en or rose, rideaux de velours et miroirs anciens. Frank a même transformé une pièce entière en un dressing de la taille d'un petit appartement. Pour lui, c'était plus qu'un geste, c'était une façon de dire « Tu as ta place ici ». Il adorait voir ses yeux s'illuminer, sa voix crier de joie, et ses pas résonner sur les couloirs de marbre comme une musique. Sa présence, croyait-il, transformait le manoir en un foyer. Si c'est ça, l'amour, se disait-il souvent, alors je veux le ressentir tous les jours de ma vie. Déborah est devenue l'envie des cercles sociaux d'élite. Les blogs l'ont qualifiée de femme la plus chanceuse du pays. Les tabloïds ont écrit sur le milliardaire tombé éperdument amoureux de la beauté mystérieuse. Chaque gala, chaque dîner, chaque apparition publique était une démonstration éblouissante de l'affection de Frank. Il lui a offert un collier de diamants rares dans un complexe hôtelier sur une île privée, a organisé un feu d'artifice surprise en son honneur et a même baptisé le yacht de luxe en son nom, le Deborah Grace. Les gens murmuraient à propos de leur romance de conte de fées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'amour de Frank était pur, sans limite et sincère, tandis que l'acceptation de Déborah était une performance soigneusement orchestrée pour les applaudissements. Mais pour l'instant, Frank ne voyait rien de tout cela. Il était un homme profondément amoureux, et dans son monde, donner à Déborah la meilleure vie imaginable n'était pas un fardeau, c'était son rêve. Le mariage de Frank Jonathan et Déborah a captivé la nation comme un événement royal. Dès l'instant où Frank a annoncé la date, les médias ont bourdonné d'anticipation. Il n'a ménagé aucune dépense pour planifier ce qui allait devenir le mariage le plus extravagant de la décennie. Le lieu était une île privée exclusive aux Seychelles, accessible uniquement par des jets et des yachts affrétés. Des centaines d'invités, PDG, célébrités, dignitaires, ont reçu des boîtes d'invitation dorées incrustées de minuscules écrans numériques qui diffusaient un message vidéo personnalisé de Frank et Déborah. Aucun détail n'était trop petit. Des milliers de roses blanches ont été importées de Hollande, un gâteau à 10 étages incrusté de diamants a été fabriqué sur mesure à Paris, et un orchestre italien a été engagé pour donner une sérénade aux invités sous les étoiles. Mais pour Frank, ce n'était pas une question de glamour, c'était une question de donner à Déborah le genre de mariage dont seule une reine pouvait rêver. Déborah a remonté l'allée dans une robe scintillante qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Son sourire était radieux. Et pour les spectateurs, c'était le regard d'une femme profondément amoureuse. Pour Frank, la voir s'approcher de lui avec des yeux pleins d'admiration était le plus beau moment de sa vie. Il entendait à peine la musique ou remarquait la présence de ses invités. Tout ce qu'il voyait, c'était Déborah, son avenir, sa joie, sa rédemption après des années de solitude. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, et qu'ils ont scellé leurs vœux par un baiser, le public a éclaté en applaudissements. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel, les vagues de l'océan se sont brisées doucement en signe de célébration, et le cœur de Frank s'est gonflé de bonheur. Enfin, il croyait avoir trouvé l'amour qu'il avait attendu toute sa vie. La lune de miel fut tout aussi somptueuse. Frank les a emmenés dans une villa de luxe nichée aux Maldives. Chaque matin commençait par un petit déjeuner servi au bord de l'eau, et chaque nuit se terminait par de la musique douce et des danses lentes au clair de lune. Frank s'est ouvert à Déborah plus que jamais, partageant des histoires de son enfance, ses peurs, et même ses rêves de devenir père. Déborah a répondu par un silence affectueux, posant sa tête sur sa poitrine comme si écouter les battements de son cœur comptait. Mais en vérité, son esprit vagabondait constamment. Tandis que Frank se livrait à cœur ouvert, Déborah se laissait aller à des fantasmes d'héritage, de jets privés avec Kelvin, et de plans qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Elle a enduré la lune de miel avec des sourires forcés et des baisers vides. Pour elle, c'était la phase finale de sa performance.
Bientôt, se disait-elle, tout sera fini. Quand ils sont revenus en ville en tant que mari et femme, ils ont été accueillis comme des rois. Le visage de Frank rayonnait de fierté lors des apparitions publiques, tenant toujours la main de Déborah et la présentant comme la femme qui m'a appris à aimer à nouveau. Il a mis à jour son testament, ajusté sa succession et la fait bénéficiaire unique de plusieurs comptes personnels. Il lui faisait entièrement confiance, plus que quiconque dans sa vie. Mais sous l'or et les paillettes, la trahison se cachait dans l'ombre de leur manoir. Frank avait tout donné à Déborah. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle se préparait déjà à prendre la seule chose qu'il n'avait pas offerte de son plein gré, sa vie. Jennifer était le genre de femme dont la présence se faisait sentir non par le bruit ou l'exubérance, mais par sa digne quiétude. Elle ne se démarquait pas dans une foule et ne cherchait pas à le faire. Elle vivait avec le genre de grâce qui vient du fait d'avoir enduré les épreuves sans amertume. Née et élevée dans une région rurale de l'État d'Amo, Jennifer avait connu plus de difficultés en 23 ans que la plupart des gens n'en voient en une vie. Sa mère, une femme seule qui nettoyait des salles de classe et des églises pour nourrir ses enfants, l'avait élevée avec des valeurs solides. Il n'y avait pas de conte de fées au coucher dans le monde de Jennifer, seulement des leçons d'humilité, d'endurance et de vérité. « Tu n'as peut-être pas d'or, Jennifer, disait sa mère, mais laisse ton caractère briller plus que les diamants. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jennifer, même après le décès de sa mère, façonnant la personne qu'elle deviendrait. Malgré la pauvreté, Jennifer ne s'est jamais laissée sombrer dans l'apitoiement. Elle a grandi en voyant des enfants qui avaient plus, une meilleure nourriture, de plus beaux vêtements et des toits solides, mais elle ne les a jamais enviés. Ce qui lui manquait en biens matériels, elle le compensait par un esprit fort et un désir d'être utile. Ses rêves étaient simples, gagner assez pour subvenir à ses besoins et un jour construire un meilleur avenir pour les frères et sœurs qu'elle avait laissés derrière elle. La vie ne lui a pas offert beaucoup de chance. La scolarité s'est terminée tôt en raison de contraintes financières, et à l'âge de 17 ans, elle faisait déjà des petits boulots, allant chercher de l'eau pour les voisins, aidant les commerçants sur le marché, récurant les vérandas et lavant des vêtements pour un maigre salaire. Au début, c'était difficile, voire humiliant. Mais Jennifer n'a jamais laissé cela détruire son sens du but. Elle se disait souvent, ce n'est peut-être pas glamour, mais c'est honnête. Elle a fini par déménager en ville, dans l'espoir de meilleures opportunités. Lagos était un monde complètement différent, rapide, impitoyable et grouillant de gens désespérés pour leur survie. Elle engloutissait les faibles et mettait à l'épreuve même les plus forts. Jennifer a trouvé du travail comme femme de ménage dans de petits hôtels et des maisons privées, où elle était souvent traitée avec dédain. Certains employeurs refusaient de la payer à temps, d'autres lui aboyaient des ordres comme si elle était un animal, et certains l'accusaient de choses qu'elle n'avait pas faites. Pourtant, malgré tout cela, elle est restée droite. Elle n'a jamais volé, jamais riposté et n'a jamais laissé son intégrité faillir, peu importe à quel point elle avait faim. Elle croyait qu'un jour, son honnêteté lui ouvrirait une porte que l'argent ne pouvait pas ouvrir. La nuit, elle s'agenouillait à côté du petit matelas dans une chambre partagée et priait. « Seigneur, juste une chance. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Jennifer n'était pas belle selon les critères de la société. Elle ne portait ni maquillage ni perruque coûteuse. Sa peau était foncée, non blanchie, ses doigts durcis par des années de lavage et de récurage. Mais il y avait une lumière rare dans ses yeux, une lumière qui venait de la force intérieure et de la sagesse tranquille. Elle souriait souvent, même quand elle n'avait aucune raison de le faire. C'était le genre de sourire qui rappelait aux gens des jours meilleurs, une sincérité que le monde semblait avoir oubliée. Elle ne le savait pas encore, mais le destin était sur le point de la plonger au cœur d'une tempête qui mettrait à l'épreuve tout ce en quoi elle croyait. Pour l'instant, cependant, elle restait invisible au monde, une humble servante marchant vers son destin avec un cœur plein de bonté et des mains qui ne cessaient jamais de travailler. La vie de Jennifer à Lagos était un cycle incessant de survie, un cycle qui n'offrait aucun réconfort, aucune pause et aucune certitude. Chaque journée commençait avant le lever du soleil et se terminait bien après son coucher, et pourtant, elle luttait toujours pour subvenir à ses besoins essentiels. Son petit espace loué dans un immeuble délabré d'Adjigonal était à peine habitable. Les murs étaient tachés par des années de fuite d'eau, le plafond était déformé et le sol, du ciment nu, était toujours froid. Jennifer vivait avec le matelas posé par terre,
un seau en plastique pour se laver et une seule casserole en métal pour faire bouillir du riz ou des haricots quand elle en avait les moyens. Elle partageait un couloir étroit et des toilettes avec 3 autres locataires, et l'intimité était inexistante. La nuit, les rats couraient dans le plafond, et le bruit des voisins qui se disputaient s'infiltrait à travers les murs minces comme de la fumée. Mais Jennifer a tout enduré parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. La nourriture n'était jamais garantie. La plupart du temps, Jennifer devait se contenter de ce qu'elle pouvait trouver. Les bons jours, elle prenait un bol de laitage savonneux le matin, et si elle avait la chance d'avoir un travail de nettoyage qui payait, elle mangeait du riz avec une sauce pimentée le soir. Les mauvais jours, un sachet d'eau pure et un morceau de sucre l'empêchaient de s'évanouir. Malgré sa faim, elle n'a jamais mendié. Elle marchait dans les rues animées de Lagos, les épaules droites, la tête légèrement baissée, non pas de honte, mais avec une force tranquille. Elle avait appris à gérer son argent, à cacher sa faim derrière un sourire et à puiser du courage dans les souvenirs de la résilience inébranlable de sa défunte mère. Chaque pas qu'elle faisait était alimenté par la foi en un lendemain meilleur. Le travail était aussi imprévisible que la météo. Un jour, elle nettoyait la cuisine d'une famille de la classe moyenne à Surolier, et le lendemain, elle récurait une cour à Yaba, pour se faire dire que la maîtresse de maison avait changé d'avis sur le paiement. Certains employeurs la traitaient comme un meuble, silencieuse et invisible. D'autres lui aboyaient des ordres comme si elle était moins qu'humaine. Une fois, un homme a tenté de la peloter alors qu'elle nettoyait sa salle de bain. Elle lui a giflé la main et a été renvoyée sans salaire. Mais Jennifer a refusé de céder à l'amertume. Elle a balayé chaque déception et est passée au travail suivant, confiante que son honnêteté et sa dignité ne resteraient pas sans récompense. Elle tenait un petit carnet dans lequel elle écrivait des citations et des prières qui la maintenaient saine d'esprit. Aujourd'hui peut être amer, mais demain pourrait être doux était l'un de ses favoris. Cela lui rappelait de ne pas abandonner. Chaque soir, quand elle rentrait chez elle, les pieds empoulés, les bras endoloris et le corps courbaturé, elle s'asseyait tranquillement sur son matelas et fermait les yeux. Elle ne s'est jamais plainte, ni à ses voisins, ni au monde, ni même à elle-même. Elle murmurait simplement ses prières et se rappelait que la survie était sa saison actuelle, pas sa destination. Elle regardait la photo délavée de sa mère épinglée au mur et promettait « Je te rendrai fière un jour ». Il n'y avait pas de luxe dans la vie de Jennifer, pas de repos, pas encore de lueur d'espoir. Il n'y avait que du courage, de la gratitude pour le peu qu'elle avait, et un feu en elle qui refusait de s'éteindre. Elle ne savait pas quand sa percée viendrait ni comment. Mais elle croyait, de toutes les fibres de son corps fatigué, qu'elle viendrait un jour. D'ici là, elle continuerait à survivre. La journée avait été longue, comme la plupart des autres dans la vie de Jennifer. Elle l'avait passée à récurer les carreaux de la cuisine pour une femme qui reconnaissait à peine sa présence. Le salaire était maigre et les insultes gratuites. Alors qu'elle retournait dans sa chambre partagée dans l'immeuble rouillé qu'elle appelait sa maison, ses jambes lui faisaient mal et ses paumes étaient empoulées d'avoir tenu une brosse à récurer trop fort pendant trop longtemps. Au moment où elle a atteint la porte en bois de sa chambre, le soleil était bas, projetant une lueur orange poussiéreuse sur les murs usés de la cour. Son estomac gargouillait de protestation. Elle n'avait pas mangé depuis le matin, mais elle s'était habituée à ignorer la faim comme un visiteur indésirable. Sans électricité et avec peu d'énergie, elle laissa tomber son petit sac et s'assit par terre, respirant lourdement. Sa vie était une longue et interminable boucle de lutte. Pourtant, au milieu de son épuisement, quelque chose de petit et d'étrange attira son attention. Un vieux journal à moitié brûlé voleta à travers l'entrée de sa chambre, emporté par la brise de fin de soirée. Il avait probablement été utilisé par un voisin pour emballer de la cura ou tapisser une poubelle. Jennifer le saisit distraitement, avec l'intention de le jeter. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Alors qu'elle lissait le papier froissé et parcourait l'impression maculée, ses yeux tombèrent sur un petit carré dans le coin inférieur de la page. Gouvernante Recherche. Logement, repas, salaire mensuel. Postulé au domaine Jonathan. Pendant un moment, elle a cru avoir mal lu. Domaine Jonathan? Était-ce le même que le milliardaire Frank Jonathan dont elle entendait toujours parler à la radio? Son cœur battait une fois. Elle cligna des yeux, relut les lignes, et cette fois son souffle se coupa dans sa gorge. Le papier tremblait légèrement dans sa main, non pas à cause de la brise, mais à cause de la tempête d'émotions qui montait en elle. Jennifer avait vu de nombreuses offres d'emploi dans sa vie,
mais celle-ci lui semblait différente. C'était petit, facile à manquer, et pourtant ça brillait comme un rayon de lumière dans ses yeux fatigués. Elle le fixa comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Son esprit commença à s'emballer, mais elle ne bougea pas. Elle resta simplement assise là, tenant le papier comme si c'était quelque chose de sacré. Après des années à travailler dans des maisons où elle était traitée comme une ombre, voici une ouverture pour travailler dans un endroit dont elle n'avait entendu parler que de loin. Était-ce possible? Quelqu'un comme elle pourrait-il vraiment être considéré pour un tel poste? Elle ne se laissa pas rêver trop loin. Elle avait appris à tempérer ses espoirs. Mais même la plus petite lumière suffisait à percer une vide obscurité. Elle plia soigneusement le papier et le plaça sous son oreiller. Elle n'en a parlé à personne, ni à ses voisins, ni à la femme bavarde du couloir qui se mêlait toujours des affaires des autres. Elle le garda pour elle comme un trésor secret. Cette nuit-là, Jennifer resta allongée sur le dos, fixant le plafond en silence. Les rats grattaient dans le toit, le générateur de la rue rugissait, mais elle ne remarqua rien de tout cela. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était ces mots « Domaine Jonathan ». Ce n'était pas une garantie, ce n'était pas une promesse, mais c'était une possibilité. Et dans le monde de Jennifer, même la plus petite possibilité valait la peine de s'y accrocher de toutes ses forces. Le lendemain matin arriva avec un mélange d'anxiété et de détermination pulsant dans les veines de Jennifer. Elle a à peine dormi de la nuit. La pensée de l'offre d'emploi au domaine Jonathan la remplissait de trop d'émotions pour se reposer. Elle s'est levée avant le soleil, déterminée à faire bonne impression si on lui donnait la chance de postuler. Elle a pris son temps pour se préparer, même si elle n'avait pas grand-chose. Elle a repassé sa plus belle robe, une robe bleu marine qu'elle réservait pour le service religieux, et a poli ses vieilles sandales noires avec de l'huile de coco jusqu'à ce qu'elles brillent faiblement. Ses cheveux, bien que non défrisés et épais, étaient brossés en un chignon soigné. Elle se regarda longuement dans un morceau de miroir brisé. Son visage était simple, marqué par la fatigue et des années de difficulté, mais ses yeux contenaient de la force. « Je ne sais pas ce qu'ils verront en moi, » murmura-t-elle à son reflet, « mais je prie pour qu'ils voient mon cœur. » Elle portait avec elle une enveloppe marron usée qui contenait son résultat WAEC, une vieille lettre de recommandation d'un ancien employeur qui avait déménagé à l'étranger, et une photo d'identité qui s'était délavée sur les bords. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle serrait la coupure de journal, pliée fermement alors qu'elle prenait 2 bus pour atteindre l'adresse mentionnée dans l'annonce. À chaque secousse sur la route et à chaque arrêt dans la circulation, son estomac se nouait plus fort. Elle n'arrêtait pas de répéter son introduction dans sa tête, passant en revue toutes les questions possibles qu'il pourrait lui poser. Et s'il demandait des références qu'elle n'avait pas? Et si ses chaussures déchirées la trahissaient? Mais elle chassa ses pensées. « C'est peut-être ma seule chance, » murmura-t-elle à nouveau, « et je dois essayer. » Quand elle arriva enfin au grand portail du domaine Jonathan, son souffle se coupa. Le domaine ressemblait à quelque chose d'un rêve. De hautes portes ornées de détails dorés, de hauts murs couverts de fleurs épanouies, et des gardes de sécurité vêtus de costumes noirs. Elle hésita avant de s'approcher, ne sachant pas si elle devait même frapper. Mais quelque chose en elle refusait de faire demi-tour. Elle s'est approchée du poste de garde, les a salués respectueusement et leur a montré la coupure. Le garde l'a examiné un instant, puis a passé un appel téléphonique. Après une courte pause, il a appuyé sur un bouton et les grandes portes se sont ouvertes en grinçant. Jennifer est entrée, son cœur battant plus fort que ses pas. L'allée était pavée de pierres, et les jardins la flanquaient des 2 côtés avec des taillés avec précision et des fontaines qui scintillaient sous le soleil du matin. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle a été dirigée vers une entrée latérale et conduite dans une petite salle d'attente remplie de meubles luxueux et de murs en verre. Là, elle s'assit tranquillement, les mains croisées sur ses genoux, son enveloppe posée soigneusement à côté d'elle. Tout autour d'elle criait la richesse, du sol en marbre poli au lustre en cristal qui scintillait au-dessus de sa tête. Pourtant, Jennifer est restée calme. Elle avait déjà travaillé dans des maisons riches, nettoyé des maisons avec des meubles similaires, mais jamais du côté de l'espoir. Une femme au visage aimable entra bientôt, se présenta comme Madame Clara, la responsable des opérations domestiques, et invita Jennifer dans un bureau. Au moment où Jennifer entra et s'assit, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la possibilité. Elle n'était pas encore engagée, mais elle avait franchi une porte qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir approcher.
Pour la première fois depuis des années, Jennifer a eu l'impression que, peut-être, juste peut-être, la chance commençait à tourner en sa faveur. Jennifer était accroupie devant sa petite cuisinière à kérosène, attisant doucement la flamme sous une casserole en aluminium cabossée lorsque son vieux téléphone portable se mit à vibrer contre le sol. Cela l'a surpris. Personne ne l'appelait jamais, du moins pas sans que ce soit une mauvaise nouvelle. Elle s'arrêta une seconde, fixant l'écran alors qu'il vibrait à nouveau. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Les mains légèrement noircies par la suie et l'anxiété lui serrant la poitrine, elle s'essuya les paumes sur son pagne et décrocha prudemment l'appel. « Allô » dit-elle, la voix basse et incertaine. « Bonjour. Est-ce que je parle bien à Jennifer » demanda doucement une voix de femme. Okafor. Jennifer hocha la tête instinctivement avant de réaliser que l'interlocutrice ne pouvait pas la voir. « Oui, madame, » répondit-elle, le cœur déjà battant la chamade. « Ici madame Clara du domaine Jonathan. Je vous appelle pour vous informer que vous avez été sélectionnée pour le poste de gouvernante. Vous devez commencer à travailler demain matin à 8 heures. Notre chauffeur viendra vous chercher. » Le téléphone faillit lui glisser des mains. Pendant quelques secondes, Jennifer ne dit rien. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les mots résonnaient dans ses oreilles comme si son esprit avait besoin d'un moment pour rattraper son retard. Sélectionné. Gouvernante. Domaine Jonathan. Reprendre. Demain. Sa gorge se serra d'émotion alors qu'elle forçait les mots à sortir. Merci. Madame, merci beaucoup. La femme gloussa légèrement et ajouta. S'il vous plaît, soyez prête pour 8 heures. Habillez-vous modestement. N'apportez rien d'autre que vous-même. Nous nous occuperons du reste. La ligne se coupa après un au revoir poli, mais le silence qu'elle laissa derrière elle fut assourdissant dans le monde de Jennifer. Elle baissa lentement le téléphone, le fixant avec incrédulité. Elle avait obtenu le poste. Elle avait obtenu le poste. Sa poitrine se gonfla d'un sentiment trop profond pour les mots, un mélange écrasant de gratitude, d'incrédulité et de soulagement. Pendant des années, elle avait survécu de miettes et de prières. Et maintenant, une porte qui semblait autrefois trop grande pour être touchée s'était ouverte pour elle. Elle a fondu en larmes, pas le genre de larmes silencieuses qu'elle avait l'habitude de cacher la nuit, mais des sanglots pleins et brisés qui ont secoué tout son corps. Elle tomba à genoux au milieu de la petite pièce et pleura, le visage enfoui dans ses mains. Ce n'était pas juste un travail. C'était une bouée de sauvetage. Un moyen de sortir du gouffre dont elle essayait de s'extirper depuis des années. La pièce semblait trop petite pour contenir le poids de ce qui venait de se passer. Elle a sangloté jusqu'à ce que sa voix se brise, jusqu'à ce que son dos lui fasse mal, et jusqu'à ce qu'elle se soit vidée de toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant si longtemps. Devant sa porte, une voisine passa et jeta un coup d'œil. « Jenny, ça va » demanda-t-elle. Jennifer leva les yeux rouges et un sourire tremblant. « J'ai eu le poste » murmura-t-elle. Et ces 4 mots furent les plus puissants qu'elle ait jamais prononcés. Ce soir-là, elle bougeait comme une personne ressuscitée. Elle a lavé à nouveau sa plus belle air. OBE et l'a repassée soigneusement, a enveloppé ses cheveux dans un foulard pour les garder propres et a nettoyé ses sandales jusqu'à ce qu'elles brillent sous l'ampoule faible. Elle a soigneusement emballé ses diplômes usés et la coupure de journal dans un dossier transparent, murmurant des remerciements à chaque pas. Elle n'a pas touché la marmite de riz qu'elle était en train de cuisiner. Sa faim avait disparu, dissoute dans la joie des prières exaucées. À la tombée de la nuit, elle s'est agenouillée près de son tapis et a prié plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, les larmes coulant à nouveau librement. Sa voix était à peine audible, mais la gratitude dans son ton aurait pu déplacer des montagnes. « Merci, Seigneur » murmura-t-elle, les mains jointes fermement. « Merci de t'être souvenu de moi. » Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait au domaine Jonathan, mais elle était prête. Demain, sa vie recommencerait. Jennifer est arrivée au domaine Jonathan tôt le lendemain matin, se tenant près du portail avant même que le chauffeur ne klaxonne. Vêtue modestement de sa robe repassée, elle avait l'air soignée, même si ses chaussures montraient des signes d'usure. Lorsque le SUV noir s'est arrêté et que le chauffeur en uniforme a baissé la vitre, le cœur de Jennifer s'est mis à battre la chamade. « Êtes-vous mademoiselle Jennifer » a-t-il demandé. Elle a acquiescé rapidement. « Montez » a-t-il dit, sans chaleur, mais pas méchamment. Le trajet jusqu'au domaine s'est déroulé en douceur et en silence. Jennifer a profité de ce temps pour murmurer des prières, ne sachant toujours pas si cette opportunité durerait.
Quand ils sont arrivés, elle a été à nouveau accueillie par Madame Claire, informée de ses tâches, et on lui a attribué une chambre dans les quartiers du personnel derrière le manoir. Son emploi du temps était intense. Dépoussiérage, lessive, service des invités et aide en cuisine. Mais Jennifer était reconnaissante. Le manoir était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et bien que le travail fût exigeant, elle abordait chaque tâche avec dévouement. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne rencontre Déborah, belle, posée et terriblement froide. La première fois que leurs chemins se sont croisés, Déborah n'a même pas reconnu sa présence. Elle est passée devant Jennifer comme si elle était invisible, les talons de ses stilettos claquant sèchement contre le marbre. Mais Jennifer a vite appris qu'il valait mieux être ignoré que remarqué. Un matin, alors que Jennifer polissait les rampes de l'escalier, elle a accidentellement laissé son chiffon trop près du bord. Déborah est descendue les escaliers, a légèrement trébuché et l'a regardé de haut. « Êtes-vous aveugle ou simplement stupide ?» a-t-elle craché. Jennifer, mortifiée, s'est agenouillée et s'est excusée à plusieurs reprises. Déborah a claqué des doigts et s'est éloignée sans un mot de plus, laissant Jennifer secouée et humiliée. À partir de ce moment, Jennifer a su que, peu importe la qualité de son travail, Déborah la verrait toujours comme une tache sur le verre. Les insultes devinrent fréquentes. Déborah lui jetait des vêtements aux pieds pour qu'elle les lave, lui aboyait des ordres même quand Jennifer n'était pas de service et se moquait ouvertement de son apparence devant ses amis. Une fois, elle a fait relaver à Jennifer une salle de bain parfaitement propre simplement parce qu'elle ne sentait pas cher. Au repas, elle ordonnait à Jennifer de la servir comme une reine et ricanait si le plateau tremblait légèrement. Les autres membres du personnel ont remarqué mais sont restés silencieux. Tout le monde craignait le tempérament de Déborah et sa position. Jennifer, cependant, n'a jamais riposté. Chaque fois qu'elle était insultée, elle ravalait sa peine et continuait à travailler avec la même grâce que sa mère lui avait inculquée. Elle se disait que c'était temporaire, un tremplin. Mais au fond, le poids de la cruauté de Déborah commençait à meurtrir son esprit. Malgré tout, Jennifer a enduré. Elle s'est concentrée sur ses tâches, a évité le contact visuel et est restée hors du chemin de Déborah chaque fois que possible. La nuit, dans sa petite chambre du personnel, elle s'asseyait sur son lit et murmurait de la force dans son oreiller. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un de si beau pouvait être si amer, mais elle savait qu'il ne fallait pas remettre en question le destin. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose d'anormal dans l'hostilité de Déborah, quelque chose de plus sombre que la simple arrogance. Jennifer n'avait aucune idée que bientôt, elle serait la seule ligne entre la vie et la mort pour l'homme même que Déborah prétendait aimer. Un soir pluvieux, le domaine était inhabituellement calme. Frank était en voyage d'affaires au Ghana, ne laissant derrière lui que Déborah et le personnel. Le temps avait forcé la plupart des travailleurs extérieurs à rester à l'intérieur, et les couloirs résonnaient du bruit du tonnerre. Jennifer, chargée de polir les meubles de la salle à manger, accomplissait tranquillement ses tâches. En s'approchant de l'autre bout du couloir, près du bureau, elle entendit des voix étouffées. La porte du salon privé était entr'ouverte, juste assez pour que le son puisse échapper. Elle a reconnu immédiatement la voix de Déborah, nette et sans filtre. Mais la seconde voix la surprise, c'était celle d'un homme, grave et inconnu. Curieuse mais prudente, Jennifer s'est approchée. « Tu me l'as promis, Déborah, » a dit l'homme. « Tu as dit qu'une fois que tu l'aurais épousé, nous serions riches et libres. » Déborah a sifflé, il est à l'étranger. Quand il reviendra, il mangera un repas qui fera en sorte qu'il ne quitte plus jamais cette maison. Alors tout ce qu'il possède sera à moi. Le souffle de Jennifer s'est coupé. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son petit téléphone. C'était un vieux modèle avec une mémoire limitée, mais il avait une fonction d'enregistrement vocal. Elle a appuyé sur enregistrer et a tenu l'appareil près de l'espace ouvert entre la porte et le mur. Son cœur battait plus fort que l'orage dehors. « Il me fait trop confiance », continua Déborah avec un rire froid. « Il ne se doutera même de rien. Je vais cuisiner pour lui moi-même. Ce sera si poétique. » L'homme, Kelvin, réalisa-t-elle bientôt, ricana. « Bien, parce que j'en ai marre de me cacher. Je veux cette richesse, Déborah. Tu es sa plus proche parente. Une fois qu'il sera mort, tout nous appartiendra. » Leurs rires lui glacèrent le sang. Jennifer s'est reculée doucement et a glissé dans le couloir, les mains tremblantes alors qu'elle arrêtait l'enregistrement. Elle ne comprenait pas entièrement les aspects légaux, mais une chose était claire.
Il prévoyait d'assassiner Frank. Cette nuit-là, Jennifer a à peine dormi. Elle a réécouté l'enregistrement encore et encore, s'assurant d'avoir capturé chaque mot. Ses mains tremblaient à chaque fois. La réalité de ce qu'elle avait entendu était presque trop lourde à supporter. Elle voulait courir, emballer ses quelques affaires et disparaître. Mais quelque chose de plus fort que la peur la retenait, sa conscience. Sa mère l'avait élevée pour être silencieuse sur beaucoup de choses, mais jamais face au mal. Si tu es témoin de la méchanceté et que tu ne dis rien, tu en fais partie, disait sa mère. Jennifer savait qu'elle devait le dire à quelqu'un. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait besoin d'entendre la vérité, Frank Jonathan. Elle priait pour qu'il revienne bientôt. Chaque seconde, elle avait l'impression de porter une bombe à retardement dans sa poche. Elle ne savait pas ce qui se passerait après qu'elle ait révélé l'enregistrement, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser un homme bon mourir. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque le SUV noir et élégant a franchi les portes en fer du domaine Jonathan. Frank Jonathan était enfin rentré chez lui après un sommet d'affaires de 5 jours au Ghana. Son voyage avait été rempli de réunions, d'interviews avec les médias et d'un discours d'ouverture au Forum africain de l'entrepreneuriat, mais malgré les honneurs et le faste, quelque chose le ramenait toujours à la maison. Son manoir, froid et silencieux comme il l'était souvent, semblait toujours être le seul endroit où il pouvait se détendre. Le personnel s'est aligné respectueusement alors qu'il sortait du véhicule, le saluant avec de discrètes révérences. Il a souri, reconnaissant chacun d'un signe de tête, ignorant que sous le calme, les fondements même de sa vie étaient sur le point de s'effondrer. Il est entré dans la maison comme il le faisait toujours, nonchalamment, sans méfiance. Après tout, qu'avait-il à craindre dans sa propre maison? Jennifer avait vu son arrivée depuis les quartiers du personnel, ses mains tremblant alors qu'elle serrait le téléphone qui contenait l'enregistrement. Le moment qu'elle redoutait et pour lequel elle priait était enfin arrivé. Les derniers jours avaient été un lourd fardeau. Connaître la vérité sur Déborah et Kelvin et la porter en silence, c'était comme tenir du feu sous sa langue. Elle avait répété ce qu'elle dirait 1000 fois dans sa tête, mais quand elle a vu franchir les portes de verre avec sa grâce caractéristique, chaque mot a disparu. Elle a attendu l'après-midi, lorsque la plupart de la maison s'était calmée et que Déborah avait disparu dans sa chambre. Puis elle s'est approchée du bureau, où elle savait que Frank passait du temps à examiner des documents et des appels après chaque voyage. Son coup à la porte était doux, sa voix encore plus douce. « Monsieur, s'il vous plaît, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle. Frank leva les yeux de son siège, légèrement surpris de la voir. « Jennifer, bien sûr, entrez. » Elle entra prudemment, les mains jointes devant elle, son téléphone serré entre ses paumes. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur, dit-elle sans lever les yeux. Mais il y a quelque chose que vous devez entendre. Je ne serais pas venu si ce n'était pas sérieux. Frank, toujours gentleman, lui fit signe de s'asseoir, mais Jennifer secoua la tête et resta debout. Sans un mot de plus, elle a ouvert l'enregistreur vocal de son téléphone et a appuyé sur play. Alors que l'audio remplissait la pièce, les voix indubitables de Déborah et d'un homme inconnu complotant l'inimaginable, Frank s'est lentement adossé à son fauteuil. Son expression changea à chaque mot. Il ne parla pas, n'interrompit pas. Il écoutait simplement, le poids de chaque phrase l'ancrant plus profondément dans un silence qui devenait de plus en plus lourd à chaque seconde. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, Jennifer a baissé le téléphone, ses mains maintenant froides de sueur. Elle resta immobile, le souffle court, ne sachant pas à quoi s'attendre. Frank ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur le mur du fond, son esprit sans aucun doute pris dans un tourbillon d'incrédulité. La pièce était lourde de tension, mais aucun d'eux ne dit un mot. Pour Jennifer, le plus important était fait, il l'avait entendu. La vérité avait enfin été dite, et maintenant elle reposait entre ses mains. Elle a fait un petit pas en arrière, a murmuré « Merci d'avoir écouté, monsieur », et s'est discrètement éclipsée de la pièce, laissant Frank seul avec la vérité la plus douloureuse qu'il ait jamais rencontrée. Le silence qui a suivi était du genre que seule la trahison pouvait créer, profond, immobile et irréversible. Après que Jennifer eut quitté la pièce, Frank est resté immobile pendant des heures, paralysé par l'énormité de ce qu'il venait d'entendre. Les mots de l'enregistrement tournaient en boucle dans sa tête, plus fort que n'importe quelle négociation commerciale à laquelle il avait jamais été confronté, plus tranchant que n'importe quelle trahison qu'il avait rencontrée. La pensée que la femme qu'il avait aimée, en qui il avait confiance et à qui il avait tout donné,
avait comploté sa mort le rongeait comme un feu sous sa peau. Il se sentait malade, non seulement émotionnellement, mais physiquement. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de l'humiliation. Déborah l'avait regardé dans les yeux, l'avait embrassé, avait partagé son lit. Et pendant tout ce temps, elle avait prévu de l'empoisonner pour de l'argent. Et pas seulement elle, il y avait un autre homme impliqué. Frank ne voulait pas de vengeance au sens traditionnel du terme. Ce qu'il voulait maintenant, c'était la démasquer sans violence. Il voulait qu'elle ressente exactement le même choc, la même violation de confiance et le même sentiment de destruction. Mais pour ce faire, il avait besoin d'un plan à la fois spectaculaire et infaillible. Le lendemain matin, Frank rendit visite à son ami de longue date et médecin personnel, le docteur Daniel, un homme dont la loyauté était enracinée dans des décennies de confiance et d'histoires partagées. Le docteur Daniel a été stupéfait lorsque Frank lui a montré l'enregistrement. « Frank, ça, c'est une tentative de meurtre ?» a-t-il dit, presque sans voix. « Nous pouvons aller à la police avec ça immédiatement. » Mais Frank secoua la tête. « Non, je ne veux pas qu'elle soit arrêtée pour l'instant. Pas avant qu'elle ne croie avoir réussi. Je veux qu'elle pense que je suis mort. Je veux qu'elle célèbre. Ce n'est qu'alors que je reviendrai avec la vérité. » Le docteur Daniel hésitait. « Tu parles de simuler ta mort. Ce n'est pas seulement risqué, c'est dangereux. Sais-tu ce que tu demandes ?» Mais Frank était calme. « Je ne demande rien d'élaboré. Juste 24 heures. Donne-moi quelque chose qui ralentira mon rythme cardiaque, me mettra dans un état d'inconscience profonde, assez pour tromper tout le monde. Elle pensera qu'elle a gagné. Et c'est là que nous frapperons. » À contre-cœur, le docteur Daniel a accepté. Ils ont discuté du dosage, des symptômes, de la fenêtre de temps et de la logistique. Frank devrait rester sous observation stricte pendant qu'il était dans l'état induit. Un lieu sécurisé devait être aménagé où Déborah ne pourrait pas l'atteindre. C'est alors que Frank a pensé à Jennifer. Elle avait déjà tout risqué pour le sauver. Qui de mieux pour protéger le plan? Il a invité Jennifer dans la conversation, et bien que ses mains tremblaient en écoutant, elle a accepté. « Je ferai tout pour aider, monsieur. Elle ne doit pas s'en tirer comme ça. » Ensemble, les trois ont commencé à élaborer chaque détail. Comment le repas serait servi, comment Jennifer échangerait la nourriture empoisonnée, comment Déborah croirait qu'il était mort, et comment un cercueil vide serait enterré devant le monde entier. C'était élaboré, dangereux et moralement complexe. Mais pour Frank, c'était la justice. Ce soir-là, Frank est rentré chez lui et a agi comme si rien n'avait changé. Il a embrassé la joue de Déborah, a complimenté sa robe et a même ri pendant le dîner. Elle a joué son rôle aussi, charmante et attentive, mais ses yeux contenaient quelque chose de différent, une pointe d'urgence. Frank savait qu'elle approchait. Il pouvait le sentir dans la façon dont elle proposait de cuisiner et dans la façon dont elle touchait son épaule avec juste un peu plus d'affection. Elle croyait que la fin était proche, et lui aussi. Mais un seul d'entre eux connaissait la vérité. Frank Jonathan n'allait pas mourir. Il était sur le point de ressusciter, mais cette fois, en tant qu'homme renaissant de la trahison et renforcé par la vérité. Déborah savait que le moment était venu. Depuis quelques jours, elle attendait le moment idéal pour frapper. Le retour de Frank du Ghana s'était déroulé sans encombre, trop sans encombre. Il était calme, affectueux et attentionné, et pourtant elle sentait que quelque chose changeait. Cela la mettait mal à l'aise, mais Kelvin continuait de lui mettre la pression. « Si tu attends trop longtemps, quelqu'un d'autre aura son argent. Agis maintenant, a-t-il murmuré lors d'une de ses visites secrètes. Alors elle a fait son mouvement. Ce matin-là, elle s'approcha de Frank avec un doux sourire. « Je veux cuisiner pour toi aujourd'hui, » dit-elle gentiment. « Tu as travaillé si dur. Laisse-moi te rappeler le goût d'un repas fait maison. » Frank, qui s'y attendait déjà, a souri et a hoché la tête. « Ce serait charmant, Déborah. Ça fait un moment. » À l'intérieur, il se préparait pour la plus grande performance de sa vie. Dans la cuisine, Déborah a renvoyé les chefs et a insisté pour cuisiner seule. Elle a préparé son plat préféré, une soupe d'oie avec de l'igname pilé. Mais cette fois, elle a ajouté un petit extra, une substance poudreuse qu'elle avait reçue de Kelvin, promettant qu'elle provoquerait un effondrement instantané. Elle l'a mélangée soigneusement, la masquant avec des épices, son cœur battant d'un mélange de peur et d'anticipation. Quand elle a terminé, elle a placé le plat sur un plateau, l'a couvert d'un couvercle en argent et est sortie de la cuisine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jennifer attendait. Au moment où Déborah a tourné le coin,
Jennifer est entrée dans la cuisine, a récupéré le plateau et a remplacé l'assiette empoisonnée par une assiette identique qu'elle avait préparée sous les instructions du docteur Daniel. Elle s'est rapidement débarrassée de la nourriture contaminée dans un récipient scellé et a envoyé un texto à Frank. C'est fait. Deborah est revenue quelques minutes plus tard et a trouvé le plateau intact, tel qu'elle l'avait laissé. Elle se sourit et l'emporta fièrement dans la chambre de Frank. Le déjeuner est servi, annonça-t-elle. Frank, assis près de la fenêtre avec un livre à la main, leva les yeux et sourit chaleureusement. Merci, ma chérie. Cela signifie beaucoup. Il a pris le plateau et a commencé à manger, ses mouvements calmes et impassibles. Deborah s'assit en face de lui, observant attentivement, cachant son excitation sous un masque d'inquiétude. Frank Manhea, Lintainment, Deliberment. Quelques minutes passèrent, puis, comme prévu, il commença à tousser violemment. Sa cuillère tomba. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se serra la poitrine et s'effondra sur le sol. Deborah se leva d'un bond, feignant la panique. « Frank! Frank! À l'aide !» Ses cris résonnèrent dans le manoir, appelant les membres du personnel qui se précipitèrent dans la pièce, suivis de près par Jennifer. Le personnel s'est agité. Des appels ont été passés. Jennifer a joué son rôle, se précipitant pour aller chercher le docteur Daniel, qui attendait déjà à l'extérieur. En quelques minutes, Frank a été chargé dans une ambulance et transporté à la clinique privée de Daniel. Là, sous sédation, il a été déclaré mort. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le personnel a pleuré. Les voisins se sont rassemblés. Deborah elle-même tomba par terre devant la maison, gémissant devant tout le monde. « Mon mari! Mon mari est parti !» a-t-elle pleuré, des larmes de crocodile tachant ses joues. Mais au fond d'elle, elle se réjouissait. Elle croyait avoir réussi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle avait tenté de tuer était vivant, se reposant dans le petit appartement de Jennifer, regardant les nouvelles du soir avec son cœur qui battait toujours. L'annonce de la mort de Frank Jonathan s'est répandue sur le domaine comme un orage. Le soir, elle avait fait les gros titres des journaux d'affaires, des stations de radio et des blogs à travers le pays. Le philanthrope milliardaire Frank Jonathan décède subitement chez lui, clignotait le titre en gras alors que des photos de son visage souriant, de ses œuvres de charité et de ses mariages dans la haute société inondaient toutes les plateformes. Le public était stupéfait, la nation en deuil, et Deborah a joué son rôle à la perfection. Drapée de noir, elle s'est assise devant des employés en larmes et a donné des interviews émouvantes à des journalistes compatissants. « Il était mon mari, mon cœur », a-t-elle dit en larmes, tandis que les caméras zoomaient sur ses lèvres tremblantes. Cependant, derrière les portes closes, elle était déjà au téléphone avec Kelvin. « Ça a marché », a-t-elle murmuré. « Ça a vraiment marché. On l'a fait. » Kelvin, à l'autre bout du fil, a ri de bon cœur. « Commence à te préparer pour le testament. Notre vraie vie commence maintenant. » Le docteur Daniel avait fait sa part sans faille. À son arrivée à sa clinique privée, il avait immédiatement sédaté Frank davantage pour le maintenir inconscient. Le dosage utilisé imitait les signes d'une crise cardiaque, respiration superficielle, peau faible, pupille non réactive. Il a rempli un faux certificat de décès et a publié un rapport soigneusement formulé à la famille. Arrêt cardiaque dû au stress et à la fatigue. Aucune autopsie n'a été demandée. Deborah était bien trop pressée de faire avancer les choses. Avec les médias déjà en effervescence et le personnel trop choqué pour remettre quoi que ce soit en question, les funérailles ont été programmées dans les 2 jours. Le docteur Daniel a insisté, sous le prétexte de la tradition et de l'urgence médicale, pour que le cercueil reste fermé. Il ne souhaitait pas être exposé, a-t-il dit, les yeux pleins de chagrin. Personne n'a osé objecter. Pendant ce temps, Frank gisait caché dans la modeste chambre de Jennifer, couvert de couvertures, surveillé attentivement et tenu à l'abri des regards. Jennifer a à peine dormi pendant ces 2 jours. Le poids de tout était énorme. Elle a donné à Frank des soupes légères quand il s'agitait, lui a essuyé le front pendant les fièvres et a murmuré des prières quand son corps se tendait à cause des médicaments. Elle ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Elle ne l'a pas fait pour une récompense. Elle l'a fait parce que c'était juste. Parce qu'il était un homme bon. Et parce que personne d'autre n'avait jamais cru en elle comme il l'avait fait. Elle gardait les fenêtres fermées, tirait les rideaux fermement et ne sortait que pour acheter de la nourriture et des fournitures lorsque le docteur Daniel passait.
Chaque seconde ressemblait à un moment volé dans une histoire trop folle pour être réelle. Mais elle n'a jamais faibli. « Tu te relèveras, murmura-t-elle une fois, en écartant les cheveux du front de Frank. Et quand tu le feras, le monde saura ce qu'ils ont essayé d'enterrer. » Déborah est arrivée aux funérailles comme une reine en deuil. Sa robe de créateur noir épousait élégamment sa silhouette, sa tête couverte d'un foulard de soie aussi noir que son ambition. Des diamants scintillaient à ses doigts, des cadeaux de l'homme qu'elle venait de déclarer mort. Son visage, peint de chagrin, était une œuvre de manipulation. Elle a salué chaque personne en deuil avec des yeux vitreux et des sanglots discrets, pressant des mouchoirs sur ses joues et tamponnant des larmes invisibles. Kelvin, vêtu d'un costume noir impeccable, se tenait à quelques pas derrière, jouant l'ami de la famille en deuil. Mais ceux qui ont observé attentivement auraient pu remarquer le léger sourire narquois qui vacillait sur ses lèvres quand personne ne regardait. Ils avaient gagné. L'Empire était à eux. Il ne restait plus que la lecture finale du testament. Alors que la cérémonie se déroulait, Déborah jetait des coups d'œil au notaire assis près du premier rang. Cet homme détenait la clé de tout ce pourquoi elle et Kelvin avaient conspiré. Chaque moment était une performance, chaque soupir répété, chaque effondrement calculé. Lorsque le prêtre lui a demandé de dire quelques mots sur son défunt mari, elle a pris le microphone d'une main tremblante. « Frank était tout » a-t-elle commencé, la voix étranglée. « C'était un homme bon, un homme généreux. Et j'ai eu la chance d'être sa femme. » La foule a murmuré avec sympathie. Mais maintenant elle est partie, et la vie. La vie semble vide. Elle tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable tandis que les appareils photo crépitaient. Kelvin s'est précipité en avant et l'a aidé à se relever, passant son bras autour d'elle alors qu'elle s'appuyait sur son épaule. C'était une histoire d'amour tragique pour le monde extérieur, alors qu'en réalité c'était une pièce sombre écrite dans la cupidité et la tromperie. Cette nuit-là, ils ont célébré en privé. Des bouteilles de champagne ont été ouvertes, de la musique douce a joué, et Déborah a trinqué à un nouveau départ. Kelvin a dansé avec elle dans le salon du manoir que Frank a construit, l'appelant reine de l'Empire. Ils ont ri librement, sans être gênés par les faux-semblants maintenant que les funérailles étaient terminées. Il ne reste plus que le testament, a dit Kelvin. Une fois que c'est fait, nous sommes inarrêtables. Déborah a hoché la tête, parcourant déjà les catalogues de propriétés et les vacances de luxe sur sa tablette. Mais même à ce moment de joie, une ombre persistait. Quelque chose au fond de son esprit la démangeait, un malaise qu'elle ne pouvait pas tout à fait situer. Peut-être était-ce le silence du personnel, le fait que Jennifer n'avait pas été vue depuis des jours, ou le doute persistant que les choses avaient été trop faciles. Mais elle chassa ses pensées. Frank était mort, et le monde l'avait enterré. Elle avait vu son cercueil s'enfoncer dans le sol. De quelle confirmation de plus pouvait-elle avoir besoin? Pendant ce temps, Jennifer restait silencieuse. Elle est restée à son poste, accomplissant des tâches minimales avec précision, en attendant la scène finale. Le docteur Daniel a rendu visite secrètement, confirmant le rétablissement complet de Frank. Ils ont examiné le plan final et se sont tus derrière la clinique, le moment du retour. Jennifer a acquiescé à chaque étape. Tout doit avoir l'air légal. Pas de cris. Présentez-vous simplement, vivants et en bonne santé, et laissez-les s'enterrer avec leurs propres réactions. C'était poétique. C'était brillant. Et cela se passait dans quelques heures seulement. Pour l'instant, les traîtres buvaient et dansaient. Mais bientôt, les morts ressusciteraient, et cette fois, même les diamants ne pourraient protéger Déborah de la honte qui s'annonçait. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de conférence juridique était lourde d'anticipation. Tout le monde était assis bien droit, attendant que M. Dick lise le testament du défunt Frank Jonathan. Déborah, vêtue d'une robe bleu marine parfaitement taillée, croisa les jambes avec confiance, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. Kelvin se pencha et murmura « Ça y est, bébé. Dans quelques minutes, tout est à nous. » Elle hocha subtilement la tête, jetant un coup d'œil au mur où un grand portrait de Frank, ses yeux figés dans le temps, fixait les personnes mêmes qui avaient conspiré pour l'effacer. Elle avait répété son discours d'acceptation, sa performance de fausses larmes si nécessaire, et avait même pensé à l'organisme de bienfaisance auquel elle donnerait quelques miettes, juste pour maintenir la sympathie du public. Pour tous les présents, elle était la veuve éplorée. Mais à l'intérieur, elle était déjà une reine, attendant sa couronne. Dick s'éclaircit la gorge et commença à ouvrir les documents scellés, mais avant qu'il ne puisse parler,
Les grandes portes en acajou de la pièce s'ouvrirent brusquement avec un bruit sourd. Toutes les têtes se tournèrent brusquement. Et il était là, Frank Jonathan. Vivant, en bonne santé, et bien debout. Des halètements remplirent la pièce comme une vague s'écrasant sur le rivage. La bouche de Déborah s'ouvrit en grand. Ses mains se mirent à trembler alors que son cerveau ne parvenait pas à traiter ce que ses yeux voyaient. Kelvin sauta sur ses pieds, paniqué, renversant un verre d'eau. La pièce devint silencieuse. Totalement silencieuse. Frank fit un pas lent à l'intérieur, vêtu d'un costume gris élégant, ses yeux calmes mais brûlants de feu. « Je vous ai manqué ?» dit-il doucement, en regardant directement Déborah. Pour la première fois de sa vie, Déborah était sans voix, son corps entier figé par l'horreur. Avant que l'un ou l'autre ait pu se remettre, deux policiers sont entrés derrière Frank et se sont immédiatement approchés de Déborah et Kelvin. « Madame Déborah Jonathan, Monsieur Kelvin Obzé, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, tentative d'homicide et fraude, a annoncé un officier en sortant des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. »« Non, non, non. C'est impossible, » hurla Déborah en reculant. « Il est censé être mort. Je l'ai vu. Le cercueil. Les funérailles. » Elle se tourna vers Frank, la voix brisée. « Toi, comment peux-tu être là ?» Frank la regarda avec des yeux froids. « Tu me voulais mort, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant je suis en vie, et c'est toi qui vas tomber. » Kelvin a essayé de s'enfuir, mais le deuxième officier l'a rapidement attrapé, le projetant sur la table de conférence. « Tu le regretteras, a crié Kelvin. Vous nous avez piégés. »« Non, » répondit Frank calmement. « Vous vous êtes piégé vous-même. » La presse est arrivée quelques minutes plus tard, convoquée secrètement par l'équipe de Frank. Les flashs ont explosé alors que les caméras capturaient Déborah en train d'être traînée dehors, les larmes et le maquillage coulant sur son visage. « Je t'aimais, » a-t-elle crié à Frank. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. »« Tu ne m'as jamais aimé, » a-t-il répondu, debout en haut de l'escalier. « Tu aimais mon argent. Maintenant tu verras à quel point la vie est froide sans lui. » Il les regarda tous les deux être emmenés dans des fourgons de police qui attendaient, entourés de gyrophares et de journalistes criant des questions. La nation connaîtrait bientôt toute l'histoire, la trahison, le complot, la résurrection. Mais Frank ne sourit pas. Les jours qui ont suivi la révélation publique ont été remplis de bruit, de couvertures médiatiques, de rapports de police, de convocations au tribunal et d'un flot de messages de personnes qui avaient autrefois douté de Jennifer, mais qui la saluaient maintenant comme une héroïne. Mais à l'intérieur des murs du manoir, il y avait le silence, un silence paisible et attendu depuis longtemps. Frank était retourné à son domaine, non seulement en tant qu'homme innocenté, mais en tant qu'homme renaissant. Son cœur avait été brisé, oui, mais il avait aussi été réparé, recousu par l'honnêteté, la loyauté et une grâce tranquille. Il passait maintenant la plupart de ses heures à réfléchir, à se promener dans les jardins qu'il avait autrefois négligés et à organiser des réunions du conseil d'administration non pas pour l'expansion, mais pour la philanthropie. Le procès de Déborah et Kelvin était en cours, et leur nom était désormais synonyme de honte et de cupidité. Mais Frank était passé de la vengeance. Il avait trouvé quelque chose de mieux, de plus pur. Jennifer est restée au domaine, mais pas en tant que domestique. Frank a insisté pour qu'elle démissionne de son poste de gouvernante, lui offrant une place permanente dans la maison, non pas comme une servante, mais comme une égale. Au début, elle a résisté. « Je ne suis qu'une femme de chambre, monsieur, je n'ai rien fait pour ça. J'ai juste fait ce qui était juste. » Mais Frank secoua la tête. « C'est exactement pourquoi tu mérites tout le bien de ce monde. » Il a ouvert un compte à son nom, lui a acheté de nouveaux vêtements et lui a donné de l'espace pour guérir. Pourtant, ce ne sont pas les cadeaux qui ont gagné le cœur de Jennifer. C'était la façon dont Frank la regardait. Avec gratitude, avec respect. Et lentement, avec quelque chose de plus profond. Un soir, sur le même balcon où il sirotait autrefois du vin dans la solitude, il se tourna vers elle et lui demanda doucement. « Jennifer, me permettrais-tu de t'aimer ?» Le mariage fut calme et magnifique. Célébré dans la roseraie derrière le domaine, il n'a réuni que des amis proches, le personnel reconnaissant et quelques membres fidèles du conseil d'administration de Frank. Jennifer portait une simple robe de satin, sans bijoux, sans dentelle, juste une petite épingle en argent dans ses cheveux. Frank portait un costume blanc, et quand il lui a pris les mains,
Il n'y avait aucune trace de l'homme qui pleurait autrefois sur la trahison, seulement un homme qui avait appris à faire confiance à nouveau. Je n'ai jamais imaginé ça, murmura Jennifer, les larmes aux yeux. Et je n'ai jamais imaginé que quelqu'un comme toi pourrait me sauver la vie, a répondu Frank. Leurs vœux n'étaient pas de grands discours. C'étaient des promesses nées du feu, honnêtes, brisées et réelles. Je jure de protéger ta paix, a dit Frank. Et je jure de ne jamais oublier d'où je viens, a ajouté Jennifer. Quand ils se sont embrassés, le soleil a percé les nuages comme si même le ciel avait attendu ce jour. Dans les années qui ont suivi, le domaine s'est transformé, non pas en taille, mais en esprit. Frank et Jennifer ont créé une fondation pour les victimes de manipulations domestiques et de trahison. Ils ont soutenu des orphelinats, ont autonomisé des domestiques et ont raconté leur histoire dans des universités et des conférences de femmes. Jennifer ne marchait plus silencieusement dans les couloirs. Elle marchait avec confiance aux côtés de son mari, son histoire un phare pour les cœurs brisés. Et Frank, lui, ne confondit plus jamais l'apparence avec l'amour. Il tenait la main de Jennifer chaque soir, lui murmurait des remerciements dans les cheveux, et souriait parce qu'il avait été un jour trahi par la femme qu'il aimait, pour être sauvé par la femme qu'il aimait pour rien du tout. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.